Bienvenue, c'est une grande joie, un grand honneur pour moi aujourd'hui, franchement, de vous emmener en balade, de vous faire visiter ma ville du moment, c'est Grammont. J'ai une passion absolue pour cette ville, pour son histoire, tout ce dont elle semble vibrer, tout ce qu'elle raconte au niveau du paysage, de l'histoire du lieu, des coutumes populaires ou du folklore. Il y a tellement de choses qui se réunissent ici et j'ai vraiment hâte de vous partager mes connaissances et à la fois mon ressenti sur la ville. Donc on va être sur quelque chose d'un peu expérimental, un peu hybride ici. Oui, je suis historienne de formation. Non, c'est pas forcément une visite historique et surtout, je suis pas du tout branchée sur les périodes dont je vais parler aujourd'hui, a priori. Oui, je suis une malade chronique et donc il y a plein de moments où je vais mélanger les mots, pas être tout à fait certaine de ce que j'affirme et je vais vous le dire parce que tout se mélange ici et c'est ok. Et c'est ok s'il y a des choses qui sont pas les plus exactes ou les plus précises. Et je ramène ce côté poétique. Moi, c'est un truc qui me frustre énormément quand je fais des visites et des balades. C'est quand les gens mélangent pas mal de registres sans le dire. Moi, ça me dérange pas que tout soit mélangé, mais je préfère qu'on soit le plus précis possible sur les moments où les choses se mélangent et les légendes viennent côtoyer des faits qui sont plus ou moins avérés. Hein. On pourrait disserter longtemps sur la nature de ce qui est un fait, évidemment, mais j'essaie aussi de vous ramener quelque chose qui est plutôt un regard sur l'historiographie, sur les choses telles qu'elles se disent, sur l'histoire telle qu'on l'a fait. Et parfois, ça fait qu'on n'a pas forcément des conclusions définitives. Et c'est OK. Et ce que je propose ici est plutôt une contribution poétique, une contribution intuitive à ce corpus. Je suis tombée amoureuse de ce lieu et forcément j'ai ramené mon approche qui est l'approche d'une personne païenne, ce que certaines personnes appelleraient sorcière, qui est une approche de poétesse définitivement et qui est absolument, résolument une approche animiste. Ça veut dire quoi? C'est comme la conception du monde et comment je relationne et je comprends ma place dans le monde. C'est une contribution humaine parmi toute une foule d'autres choses, la nature, les esprits du lieu, on est sur la rencontre du matériel, du terrestre, de la nature et du spirituel, littéralement les esprits, les déités, les ancêtres et tout ça qui viennent mêler leur voix pour raconter l'histoire, les histoires, le présent et peut-être l'avenir du territoire, du paysage. Tout ça se brode, se tisse, s'enfile, s'entremêle de plein de manières. Parfois, je passe pas mon temps à être dans un truc très philosophique, à essayer de comprendre, de théoriser d'où ça vient, comment ça s'entremêle, mais j'essaie de capter ces différents niveaux d'entrelacement et de comprendre ma place là, ce qui n'est pas toujours évident, et de me faire la poétesse, la barde, la bardesse, et du coup une personne qui peut ramener un langage pour certaines des choses qui s'entremêlent ici. Et c'est parfois extrêmement difficile parce qu'en réalité, ce travail est très dévotionnel, intuitif, ressenti et viennent se mêler bien sûr toutes mes recherches. Plutôt axées sur l'histoire, sur l'écologie du lieu, etc. Mais en même temps, on a vite fait de prendre un ascendant très humain en étant dans ces recherches-là. Et donc, il y a aussi une part de recherche animiste où il y a des intuitions, des hypothèses qu'il faut tester, qu'il faut écouter, où il faut aller interagir, interroger les différents esprits du lieu, les différentes histoires du lieu et voir comment ça se confirme ou pas. Et un des moyens que j'utilise pour ça, c'est les textes canalisés, c'est-à-dire dans mon cas, d'utiliser parfois le tarot, parfois simplement l'écriture libre pour tester des hypothèses ou les voir émerger dans les textes et voir ce que ça donne. Alors, on est toujours dans quelque chose de poétique, on n'est en aucun cas dans quelque chose de définitif et on n'est pas dans quelque chose de vérifiable. Enfin, peut-être si vous venez ici et que vous venez vérifier mon ressenti, vous en aurez un tout autre. Vous sentirez énergétiquement des choses très très différentes et c'est ok. Pour moi, ça participe des récits du lieu. J'essaie d'être le plus fidèle possible et d'être au service de ce que j'entends et je suis faillible, je suis humaine et forcément il y a des moments où je peux potentiellement être à côté de la plaque, mais je pense quand même que les récits qui peuvent ainsi émerger participent de la multiplicité des voix qui s'expriment ici et avec une multitude de casquettes et voilà.
J'ai l'impression que c'est le moment pour moi, là, en cet été 2024, de faire le bilan de plein de choses qui viennent se mêler, raconter cette histoire, les recherches plutôt historiques, la connaissance plutôt théorique, et puis tous les autres du champ plus intuitif et spirituel qui viennent aussi nourrir tout ça. Et c'est le moment d'essayer de rassembler. Oui, ça fait juste 1 an que j'ai découvert cette ville, que j'en suis tombée amoureuse, que j'ai commencé à aller à la rencontre de son histoire, de ses esprits, de tout ça. Et ça me paraît être un moment opportun pour faire le point, sachant qu'il y a certainement plein de fils que je suis en train de suivre, que je vais abandonner en cours, ou qui vont m'abandonner, qui vont me laisser, et plein d'autres que je vais attraper, et plein d'intuitions ou de pistes que j'aurais suivies qui vont pas forcément mener quelque part ou se confirmer, ou peut-être qui vont à un moment se contredire. Mais c'est aussi chouette de pouvoir être là sur ce terrain très fertile, à plein de niveaux en fait, et de voir ce qui est en train de pousser, je crois. À la manière de la Reine de Pentacle, qui est une des cartes que j'ai tirées aujourd'hui sur ce sujet pour m'accompagner dans cette démarche. On commence notre visite de Gramont ici, à Unegem. Unegem, c'est le berceau de Gramont. Le berceau de Gramont en tant que ville, en ce sens où, à la fin du XIe siècle, ou au milieu du XIe siècle, je pense donc vers 1065, le seigneur local, un vassal du comte de Flandre, a proposé à ce dernier ce petit lopin de terre afin de créer de toutes pièces une ville. Contrairement à beaucoup de villes qui ont vu le jour plus ou moins à la même époque, pour la plupart même un peu plus tard, qui sont le résultat des luttes des bourgeoises, et souvent des bourgeois au masculin, pour obtenir des libertés auprès des seigneurs, des rois, etc. Ici, on est plutôt dans ces 10 seigneurs qui décident de créer une zone tampon. Ah oui, le comte de Flandre est en train de se dire que quand même, il faudrait se protéger contre le Saint-Empire, qui doit être un de ses frères ou un de ses cousins à la tête de l'Empire germanique. Mais bon, quand même, on sait bien, on est souvent dans des guerres, des luttes de pouvoir et de domaine et tout, avec ces grands qui prétendent dominer et exploiter ces terres et en tirer des bénéfices. Et dans ces moments-là, on se dit, sur cette zone tampon, ce qui est déjà une frontière linguistique en réalité, parce que Gramont est à l'heure actuelle juste en Flandre, mais non loin de la frontière linguistique entre la partie francophone de la Belgique et la partie néerlandophone. Donc frontières linguistiques et territoriales et administratives se sont souvent rencontrées ici. Il y a cette frontière-là entre le nord et le sud, et puis la Dendre, qui va établir une distinction entre l'est et l'ouest, et cette rivière, qui est un affluent de l'Escaut, qui va ensuite se jeter dans la mer du Nord, symbolise aussi historiquement une ligne, une fracture entre différentes régions plus antérieures à l'époque de la conquête de la Gaule par les Romains, et ensuite aussi avec l'arrivée des Francs ou des différentes tribus germaniques, on a eu autour de la Dendre, et avec ce que l'historiographie aura construit comme la forêt charbonnière à l'est de la Dendre, entre l'Antiquité ou jusqu'au deuxième Moyen-Âge, disons, on avait un réseau boisé, plus ou moins dense. Alors l'historiographie, on a souvent vu la Silva carbonaria, la forêt charbonnière, et on imaginait une forêt très très dense qui aurait rebuté les invasions germaniques, etc. C'est surtout de l'historiographie, on ne sait pas dans quelle mesure cette forêt était aussi dense et compacte, et elle aurait été déboisée, défrichée par la suite. Enfin, on sait qu'elle a été en partie, bien sûr, c'est évident, les défrichements font partie intégrante de l'histoire de ces régions, bien sûr, mais on ne sait pas dans quelle mesure elle était vraiment aussi frontière. La Dendre, en tout cas, et quelques-unes des rivières qui sont plus à l'est et aussi un peu plus au sud, ont fait office de démarcation territoriale. Et si vous voyez les collines boisées derrière moi, de l'autre côté de la Dendre, sur sa rive droite, vous pouvez imaginer encore peut-être à quoi pouvaient ressembler les anciens bois plus touffus qui étaient ici. Et il y a une partie des bois ici autour qui subsiste probablement de bois beaucoup plus anciens. J'en veux pour preuve la végétation qui pousse, notamment les magnifiques jacinthes sauvages du mois d'avril, l'ail des ours, etc., etc.
Il paraît que toute cette végétation, elle n'est pas aussi vieille qu'on pourrait le penser. En fait, elle a vu le jour, elle a pu se développer après la dernière phase de glaciation. Et si je ne me trompe pas, on est en quoi, genre moins 10 000, un truc comme ça, ou peut-être même encore plus récent. Mais revenons-en à notre comte de Flandre, dont j'ai oublié le nom, Baudouin quelque chose. Peut-être Baudouin quelque chose, je ne sais pas. Gérard étant peut-être le seigneur de Hunegem. Donc on est ici à Hunegem. Et le seigneur de Hunegem donne à son supérieur, qu'est-ce qu'on dit, son suzerain? Franchement, je ne sais plus, j'ai l'impression de devoir fouiller dans mes pensées pour être exact, dire un truc qui, à mon avis, est basique pour la plupart des gens, mais bon, bref. Lui donne ce petit lopin de terre ici, à la frontière de Hunegem, pour pouvoir y construire une ville qui fera office de zone tampon. Donc c'est quand même une ville un peu défensive et il fallait vraiment avoir envie de liberté. Et on pouvait tout à fait dans un système féodal avoir envie de liberté, c'est logique, mais sachant qu'on serait vulnérable aux attaques puisque cette ville était là pour faire tampon, pour démarquer les limites de différents empires ou de différents comtés. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vérifié ou pas, j'ai des doutes maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir vu des choses un peu différentes sur ce sujet, mais si je ne me trompe pas, on pense que le seigneur de Hunegem s'appelait Gérard, d'où le nom de Grammont, Gerardsbergen en néerlandais, le mont de Gérard, qui est devenu le Grammont, et en latin officiel à l'époque, ça a varié, mais ça a été le Gherardi-Monti, etc., etc. Il y a différentes graphies et prononciations, sans doute, tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à se stabiliser en Gerardsbergen et Grammont. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Hunegem avant cette date du milieu du XIe siècle? Qu'est-ce qui s'y déroulait? L'église que vous voyez ici, elle était déjà là. Elle était déjà là précédemment. On imagine, on suppose que dès sans doute vers 800, au 9e siècle, il y avait déjà des structures en bois, peut-être même auparavant, et il y avait un culte marial à cet endroit. On a ici une église qui est le résultat évidemment de multiples agrandissements et transformations au cours des siècles. On a encore des traces de la première église romane. Et j'ai peur de dire une bêtise si j'essaie de vous dire de quand date la première église en pierre. Alors je ne vais pas le faire, mais je vais essayer de l'indiquer soit dans la vidéo, soit en dessous dans les ressources que je vais vous mettre. C'est probablement une des premières églises à nef unique en Flandre. Et il fallait que le chœur soit très très grand parce qu'on devait attirer ici beaucoup de pèlerins déjà dès l'époque de la christianisation ou assez peu longtemps après la christianisation finalement, ce qui nous indique qu'il y avait probablement des pèlerinages antérieurs à cette christianisation ici pour justifier qu'on vienne encore de loin se rassembler dans le grand chœur relativement grand évidemment, d'une église romane pour prier une statue de la Vierge. Donc on sait qu'il y avait probablement un hameau ici, qui avait un lieu de culte, et ce lieu a perduré. À la base, si je ne me trompe pas, la paroisse de Hunegem est restée dans un premier temps en dehors de la première enceinte de la ville. J'en suis pas certaine d'un coup. Notre balade prend son point de départ ici à Hunegem, et c'est aussi un lieu auquel je suis profondément attachée et sur lequel je pourrais déployer plein d'analyses, d'explications, d'intuitions pendant très très longtemps. Et en même temps, je pense que là, on va se mettre en balade, on va commencer à visiter la ville, on se met en pèlerinage et on reviendra ici avec des intuitions, avec des éléments historiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Ça a été un prieuré pendant près de 400 ans. J'ai plein de choses à raconter. Seulement, il y a des endroits qui sont plus emblématiques, qui sont moins dans l'ombre des collines de Grammont, qui ont plus marqué et l'imaginaire et la continuité de pratiques rituelles, païennes, religieuses à Grammont. Alors qu'ici, on est plus dans l'obscurité. J'ai envie de dire qu'on est dans le ventre de la colline. On est non loin de la Dendre, vraiment pas loin. Elle est là-bas, juste derrière les buissons. On est dans une zone qui est un peu plus marécageuse, en tout cas plus humide. Et c'est une autre histoire qui se dévoile ici, une histoire qui a tendance à être oubliée de l'histoire, qui a été invisibilisée, qui a des moments où on a un peu éteinte. Peut-être aussi, pour plein de raisons, parce que les histoires se croisent, l'histoire de l'esprit du lieu et l'histoire aussi des humains et humaines qui ont vécu ici.
en particulier au 19e siècle, on est dans un quartier très très populaire, un quartier ouvrier, un quartier très industriel, un quartier du coup avec beaucoup d'exploitation. Les riches, les bourgeois qui se faisaient des thunes sur les différentes industries de la ville, ils vivaient ailleurs. Et ça, on va le voir plus tard, on va en parler plus tard, mais l'histoire de cette invisibilisation de l'importance du Unigem à plein de points de vue fait qu'on va tourner le dos à Unigem ici, découvrir des choses qui sont peut-être un peu plus flamboyantes ou plus connues sur la ville et revenir ici à un moment, à l'issue de notre pèlerinage, pour éventuellement comprendre d'autres choses, cerner d'autres choses sur cette histoire riche de Unigem également. Moi, d'ici, en réalité, j'aime beaucoup partir, aller suivre la Dendre, dans le sens du courant de la Dendre, partir en direction de l'Escaut pour aller rencontrer la ville, le Oudenberg, la vieille montagne qui est un des points d'intérêt, un des points centraux de notre balade, ou en tout cas un des endroits vers lesquels on va aller, toute notre énergie ici va en fait nous mener à Oudenberg. Et cependant, cette fois-ci, je vais me la jouer un peu plus touristique pour une première visite de Grammont et je vais vous emmener le long des contours de la ville. La prochaine partie de la balade, elle nous amène ici, du côté de la gare. Si un jour vous venez à Grammont et que vous venez faire ce genre de promenade aussi, c'est probablement par là que vous commencerez vous aussi, donc ça me paraît logique. Ok, là, on s'en va en direction du viaduc sur lequel on a une très jolie vue et sur la colline, la vieille montagne, la Oudenberg, et la place du marché et les institutions. Et aussi, on est à cette place ici, à l'endroit du viaduc, aussi sur l'endroit d'une des anciennes portes de la ville, plus ou moins, la porte d'Audenarde, Oudenarde. D'ailleurs, je vais signaler que pour la partie ici du centre-ville de la promenade, je vais en grande partie m'inspirer de la promenade d'introduction à la ville, de découverte de la ville qui est proposée par l'Office du tourisme avec une très jolie carte et les grands points principaux. Et j'avoue que je ne vais pas forcément beaucoup m'éloigner de ces différents points pour vous décrire ce qu'on trouve ici. Donc là, on est dans une petite partie de la vidéo qui est plus introductive. Parmi les jolis bâtiments ici, on a l'ancien hospice ou hôpital de la ville. Vous allez dire, ça a l'air très ancien et en même temps, il y a une vibe un peu étrange. Et oui, un des points principaux de l'art à Grammont, c'est le néo-gothique. Alors, dans le courant du 19e siècle, on a eu tendance à tout enjoliver dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé. En fait, ça fait sens si on prend grossièrement l'histoire de l'art occidental de cette partie de l'Europe de l'Ouest sur les siècles précédents. On a eu à la Renaissance, avec aussi ensuite les idées des Lumières et tout ça, un gros rejet du Moyen-Âge qu'on a dépeint comme le temps des bourrins, l'âge sombre, qu'on a refusé de voir dans sa totalité, dans sa complexité et dans sa richesse, en idéalisant une antiquité rêvée. C'est la période classique, remise au goût du jour en architecture et tout, et on a détruit énormément de choses qui étaient liées au Moyen-Âge qu'on n'aimait pas. Dès la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe, on a différents courants artistiques qui se sont mis en charge de réenchanter ce monde qu'on aurait désenchanté avec une rationalité à l'extrême qui a consisté à avoir beaucoup de superstitions dans tout et à mépriser en quelque sorte beaucoup aussi des coutumes et de la culture populaire. Et dans ces mouvements emblématiques comme le romantisme, on va avoir une espèce de vision aussi idéalisée de la nature et la place de l'homme dans la nature. Beaucoup de grands mots et probablement aussi beaucoup d'œillères pour arriver à cette vision-là. Mais néanmoins, du coup, il y a tous ces mouvements-là qui vont tenter, tant bien que mal, de réenchanter le monde, souvent sur des normes quand même très blanches et très masculines, etc., et souvent très oppressives aussi, avec un bon fond de colonialisme, etc., etc., et de gestion de la nature aussi et du paysage pour le rendre plus en phase avec des standards plus romantiques, etc. Et dans beaucoup de villes flamandes, on assiste à un revival gothique, le néo-gothique. C'est vraiment un mouvement de réhabilitation des anciens bâtiments
gothique. Et alors on va rajouter des tourelles, des jolies écritures gothiques, des fresques, des vitraux, etc., etc. On va revoir l'aspect plutôt décoratif plus loin dans la visite, mais on peut déjà admirer ici l'ancien hospice qui est maintenant l'Académie des Beaux-Arts, tous les efforts qui ont été faits à certains endroits de la façade pour accentuer ce côté-là. Comme beaucoup de villes qui sont habitées depuis presque un millénaire de façon continue, une des caractéristiques de Grammont, c'est aussi son éclectisme. On le voit bien ici avec cet hospice qui est encastré dans l'ancien hôpital, et dans l'actuel hôpital, et où se mélangent différentes époques. En tout cas, là, dans la cour de l'hôpital, il y a quelque chose qui retient mon attention et qu'on va revoir dans sa version restaurée du 19e siècle un peu plus tard. C'est cette fontaine, c'est ce qui reste de cette fontaine gothique. La Marboll, c'est Mar pour Markt, le marché, donc la place du marché vers laquelle on va se diriger, et Boll pour Bronn, Bronn c'est la source. Bronn. J'ai l'impression que ma prononciation flamande est très mauvaise là pour le coup. Donc la Marboll, on va la revoir plus tard. Elle a été enjolivée et néo-gothicisée, mais voilà ce qui reste de la version originale, c'est très joli, ces phénomènes d'érosion, évidemment c'est une fontaine, donc elle a été particulièrement soumise à l'eau et c'est toute sa beauté. Dans l'environnement immédiat de cet hôpital, on a aussi le collège Sainte-Catherine, avec des éléments baroques au niveau des églises, tout comme on peut en voir dans l'église qui est maintenant dans la nouvelle Académie des Beaux-Arts. Mais bon, on ne peut pas visiter l'intérieur de ces bâtiments là tout de suite aujourd'hui, donc je me contente de le signaler. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va traverser la rivière qui traverse la ville, la Dendre, et pour la première fois depuis le début de cette balade, on va mettre les pieds sur sa rive droite. On constate aussi ici que Grammont, c'est une ville qui monte, il n'y a pas mont dans son nom pour rien. Ça peut paraître rien du tout, un sommet à 110 mètres d'altitude, mais on est en Belgique et ce qui caractérise aussi ces collines, c'est qu'elles sont malgré tout assez escarpées et donc c'est pas une montée si facile que ça. D'ailleurs, Grammont est aussi connu des cyclistes, en particulier les fans du Tour de Flandre, pour son mur de Grammont. Le mur, c'est cette montée sur des pavés qui sont placés à l'horizontale, qui est bien escarpé, bien raide et qui demande visiblement beaucoup de mollets. Qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne suis pas une cycliste, mais à pied, je sais que c'est déjà un sacré effort. On fait de la cardio à Grammont. Et entre parenthèses, du coup, c'est absolument pas une ville qui est accessible pour tout le monde pour la visite, malheureusement. Et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles c'est un plaisir pour moi de vous la présenter en vidéo, parce qu'à terme, j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de visites en dehors de mes amis, faire des espèces de pèlerinages et tout ça dans la ville. Mais je sais que malheureusement, il y a une partie des gens que j'aimerais emmener sur ce genre de pèlerinage qui ne pourront pas. C'est l'occasion d'en profiter du coup en vidéo. De Markt, le marché, voilà le centre de la ville. Petite parenthèse, en fait c'est quand même un monument de Grammont assez important, mais pour moi ça va quand même faire l'objet d'une parenthèse parce que bon voilà, on a dans cette ville un mannequin piece qui date du 15e siècle et donc d'après ce qu'on a dans les archives, parce qu'on sait quand est-ce qu'on l'a commandé à l'époque où c'était la mode de faire ce genre de petit bonhomme qui pissait en fontaine, c'est le plus vieux de Belgique qui existe encore. Celui de Bruxelles aurait exactement 150 ans de moins, donc voilà, magnifique. Je le trouve beaucoup plus creepy que notre mannequin piece de Bruxelles. Alors vous aurez constaté que c'est une copie, l'original étant dans l'office du tourisme que je vous conseille de visiter. Vous aurez aussi constaté qu'on a autour des éléments qui semblent aussi dater du 19e siècle, avec une espèce de green man, un homme boisé comme ça, un homme feuillu, ce genre de symbole qu'on va retrouver à différents endroits dans la ville. Une chose intéressante, du coup, il y a aussi dans l'art plus contemporain un parcours dans la ville où il y a notamment des femmes qui ont fait un travail, des femmes artistes qui ont fait ce travail de se réapproprier certains des symboles qu'on aime voir comme le symbole phallique, etc., autour des fontaines, et en faire quelque chose de plus féminin, sans guillemets, parce que je pense que c'est vraiment la volonté dans ce cas-ci d'être quelque chose de féminin.
Derrière le Manneken Pis se trouve l'hôtel de ville d'époque, je pense. Les fondations, une partie du bâtiment doit bien être d'époque, mais tout le reste, c'est du néo-gogo, c'est du néo-goth, c'est kitsch. On a des petits blasons, des petites tourelles, des belles gargouilles, on a des vitraux qui représentent les corporations, c'est super joli, c'est magnifique. Malheureusement, c'est pas ouvert souvent, c'est très dommage parce qu'il y a aussi des très belles peintures à voir à l'intérieur. Et parfois, on peut même y voir nos amis les géants, parce que bien sûr, une ville de la religion a ses géants. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parlerai peut-être à la période de la procession de Plaisance et de nos fameux géants. À côté, on a, devant l'office du tourisme, qui était dans l'ancienne Allodra, on a la Marbole, dont on a vu plus tôt dans notre visite l'original. Voilà la version du 19e siècle. Je suis pas sûre qu'on appelle ça du néo-gothique. Je pense qu'on c'est une espèce de reconstitution, sauf qu'elle est 20 fois plus grande. Elle fait 5 mètres de profondeur, vous voyez, c'est indiqué là. C'est la fontaine historique de la ville, la fontaine communale. Elle récolte les eaux des sources de la colline. On va reparler des sources de la colline, mais j'essaie de vous garder en haleine ici. C'est dommage que l'eau soit pas potable, sachant qu'on a vraiment cette idée de commun, d'eau communale sur la place de la commune. Mais à ce propos, sachez que le Manneken Pis a bougé de place plusieurs reprises dans son existence tout au long de cette place. On a différents types d'architecture. Ici, vous voyez, on a du classique et tout. Et cette église, qui a aussi été néo-gothifiée, vous le voyez de l'extérieur, oui j'invente des mots, c'est l'église Saint-Barthélemy. On va la visiter en descendant. Alors pour l'instant, je ne vous en dis pas tellement plus, mais à l'intérieur, il y a des fresques et des vitraux néo-gothiques splendides. Par contre, Saint-Barthélemy, c'est un saint qui a été dépecé et je vous jure, c'est un peu trashouille là-bas. Avant de quitter le markt, la grande place, pour l'instant, je signale une chose, vous avez là l'office du tourisme, l'ancienne Allodra, et dedans, vous avez deux explications, notamment sur le Manneken Pis et il y a sa garde-robe, oh waouh, tellement original. Il y a des explications sur un des autres monuments de la culture gramontoise, la tarte à maton. Je ne rentre pas dans les détails de ce qu'est cette pâtisserie pour l'instant. On en reparlera peut-être à l'occasion, mais ce ne sera pas dans cette vidéo-ci. Et il y a nouvellement réouvert le musée de la dentelle à Gramont. Alors ça, c'est vraiment un volet que malheureusement, je ne pense pas pouvoir étudier dans les détails ici pour cette petite visite. Mais c'est super intéressant, l'histoire industrielle de Gramont. C'est une ville, on l'a vu, qui a été soumise aux attaques à travers les siècles. Alors, on ne l'a pas vu, je vous l'ai annoncé et on en reparlera. Donc, c'était pas forcément une ville hyper prospère au Moyen-Âge, mais elle l'est devenue, en tout cas pour les bourgeois, pour les plus riches, dans le courant du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle. Il y a plusieurs industries qui ont caractérisé ça, l'industrie de l'allumette, l'industrie du cigare, l'industrie de la boisson, notamment de la bière. Beaucoup sur le travail des pauvres, mais aussi sur le travail des enfants. Ça fait cette fortune, c'est quand même pas du tout anecdotique comme histoire. Et on a aussi eu, pendant la période, l'heure de gloire de la dentelle Chantilly, une explosion du travail de la dentelle. Donc le travail à la maison, à domicile, des femmes qui vendaient ensuite à différents intermédiaires, et donc ce qui enrichissait évidemment toujours les plus riches. Mais le musée est très intéressant là-dessus, et l'histoire industrielle de la ville et aussi l'histoire des classes populaires et des révoltes des classes populaires. C'est un volet qui est passionnant, mais sur lequel je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher beaucoup, donc je ne peux dire que des généralités. Pour l'instant, je vous invite à venir visiter ces parties du musée si vous en avez l'occasion quand vous passez à Gramont. Maintenant, on va emprunter la rue de la Paix, la vraie de Straat, qui se caractérise par ce côté éclectique. On a des façades émaillées qui datent du début du XXe siècle. On a, toujours au début du XXe siècle, probablement un peu plus ancien, une façade Art Nouveau. On a une façade classique du XVIIIe siècle, qui est la façade de la pharmacie, l'apothèque... je ne sais plus comment on dit en français, de l'apothicaire. Et derrière, on a encore une ancienne configuration médiévale, en fait,
plus loin, on a encore du classique avec la maison des Lombards. J'en profite pour vous laisser aussi admirer la côte qu'on vient déjà de monter en montant depuis la Dendre. C'est bien raide, on a des côtes à plus de 10% et on va continuer à monter. Il y a différentes rues très très mignonnes qui nous permettent de monter de plus en plus vers le Oudenberg. De notre côté, on s'en va vers le parc de l'abbaye. L'abbaye, elle a été fondée pas très très longtemps après la création de la ville. C'était une abbaye bénédictine. C'était pourquoi? Mais pourquoi n'en reste-t-il pas grand-chose? Mais parce que la Révolution française et Napoléon qui a mis à sac ce genre d'institution et grosso modo beaucoup de chapelles et d'églises vendues au plus offrant à des particuliers qui, plus ou moins scrupuleux ou avec l'envie de respecter les traditions, ont soit essayé de conserver tant bien que mal, soit complètement démantelé et vendu. Là, on est vraiment dans l'histoire des puissants de la ville, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais vous parler d'autre chose, donc je vais vraiment juste vous dire en vitesse. Effectivement, je pense que ça date du XIIe siècle, mais je suis pas certaine. C'est une abbaye prospère de Flandre orientale, si je ne me trompe pas, Dike Nevel ou quelque chose comme ça, qui a envoyé une partie de ses moines ici. Je pense que c'est parce qu'ils étaient punis, parce qu'ils n'étaient pas vraiment bien vus du pape à ce moment-là. Ils ont fondé une abbaye qui était l'abbaye Saint-Pierre, qui s'est appelée ensuite l'abbaye Saint-Adrien et qui aurait récolté les reliques de Saint-Adrien, ce qui a permis d'en faire un lieu de pèlerinage assez important. Peut-être même que ça a éclipsé une game d'où on est parti plus tôt. Je n'en suis pas certaine. Et je ne suis pas certaine non plus de l'histoire de ce Saint-Adrien. C'est quelque chose que je dois encore creuser. Je pense que c'est un Saint-Adrien qui vient de quelque part comme la Turquie actuelle. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose à creuser parce qu'il y a aussi des Saint-Adriens, que la géographie relie davantage à nos territoires, à nos régions, et qui sont plus liés à des histoires de forêt, d'animaux, etc. Et donc qui pourraient nous permettre de dire que peut-être on a essayé de faire coller des saints avec des déités ou des lieux avec une énergie beaucoup plus sauvage ou animale et tout ça. Mais bon, bref, là, c'est une grosse parenthèse et c'est une intuition que je dois encore complètement tester et vérifier. De l'ancienne église, il ne reste pas grand-chose, mais c'est mis en valeur à travers la politique de gestion du parc. Et donc, c'est quand même assez sympa de pouvoir voir où se serait située l'ancienne église. On a l'ancien porche qui est quand même encore en état. Peut-être pas son état original, mais son état du Xe siècle. On a aussi la maison du prélat qui est encore dans son état du Xe siècle. Je ne sais pas vous dire de quand datent ces bâtiments. C'est pas les plus anciens de l'abbaye, ça c'est certain. Et à travers le parc, on a de ça, et puis aussi des bâtiments plus récents qui datent du 19e ou du 20e siècle, qui sont des espèces de folies. Vous savez, ces espèces de reconstruction d'un passé un petit peu fantasmé, souvent inspiré de l'Antiquité aussi en réalité, pour faire genre. Mais ici c'est un peu plus gothique qu'antique en réalité. Voilà, on met les vues en avant, on a un côté très champêtre. J'en dis pas plus, je vous laisse profiter de la chose. En tout cas, c'est un parc que j'aime vraiment beaucoup, tout en pente aussi. Évidemment, on commence à être sacrément sur le flanc de la colline ici. On voit aussi l'ancien mur de l'abbaye qui, à certains endroits, je crois, coïncidait avec le mur de la ville, mais j'en suis pas sûre. Nous, on va sortir du parc pour profiter des jolies vues qui nous permettent de monter le mur de Grammont par les chemins le moins populaires, mais que je trouve les plus mignons. Mais sachez que du coup, de l'autre côté, et on les reverra en descendant, il y a le lieu des anciens remparts de la ville, dont il ne reste pas grand-chose, mais on est plus ou moins à ce niveau-là, et donc on va quitter la ville, quitter l'enceinte de la ville initiale, l'enceinte qui a été, les portes et l'enceinte qui ont été détruites dans la deuxième partie du 19e siècle, et on va s'évader vers les hauteurs de la vieille montagne. Et là, c'est le drame. Ok, c'est pas vraiment le drame, mais je suis en train de monter cette vidéo plus de 6 mois après avoir enregistré la voix, en tout cas de la partie que vous venez d'écouter, et je me rends compte que j'ai pas les compétences techniques, ça vous le savez déjà, hein. Vous avez remarqué à la manière très artisanale et assumée dont la vidéo est montée, mais j'ai pas non plus les réserves sur mon ordinateur, les programmes, donc les compétences et le matériel techniquement qui me permettraient de faire une seule vidéo avec tout ce que j'ai à vous montrer.
Et donc, je vais clôturer ici, ce qui me paraît à la fois pas mal, parce que ça fait un morceau quand même déjà assez digeste. On n'est pas entré très très loin dans le côté plutôt spirituel, païen, qui va nous émerveiller dans la partie suivante, qui est celle de la vieille montagne, du Hardenberg et de ses traditions. Ceci dit, c'est tout un programme en soi et ça va être vraiment sympa dans la prochaine partie. Et en plus, là, au moment où je suis en train d'enregistrer, donc finalement, bon gré mal gré, de clôturer la première partie, il y a aussi un truc génial, c'est que dans tout juste une semaine, le dimanche 23 février 2025, ce sont les festivités des Krakelinken et des Tonnekesbrand. J'espère avoir peut-être suscité un peu d'envie de vous intéresser au folklore gramontois et vous y voir la semaine prochaine. En même temps, c'est dans la prochaine vidéo que j'en parlerai en détail. Et ben, comme je suis pas très rapide du montage, probablement que dans la partie suivante, il y aura en plus beaucoup plus de matériel visuel puisque j'aurai l'occasion de filmer spécifiquement avec la vidéo en tête la semaine prochaine. C'est pas mal en fait, hein. Voilà, bah, merci pour votre écoute, merci pour votre indulgence aussi, parce que c'est loin d'être parfait. Et tandis que je suis en train de faire le montage, je me rends aussi compte que j'ai lu des choses depuis lors, qu'il y a des choses que j'aurais formulées autrement, sur lesquelles j'ai des informations plus précises. Mais le but pour moi, c'était aussi à ce moment-là de juste cracher les informations que j'avais collectées et de pas trop préparer. C'est pas du tout quelque chose qui est scripté en fait ici. Et ça va pas changer, c'est ma façon de faire des vidéos, ce sera aussi le cas sur la prochaine partie. Et donc, à mon avis, on s'achemine vers une série de vidéos, au moins 3 pour cette visite de Grammont. Et la prochaine sera consacrée au Hardenberg, la vieille montagne. Et j'ai trop hâte parce que j'adore cet endroit et c'est vraiment un site sacré pour moi. J'ai tellement envie de vous emmener dans cet univers, de vous faire ressentir ce vent, la tête dans les nuages et de sentir aussi cette terre qui vibre sous nos pieds. Oh là là, je deviens cucu. C'est qu'il est temps pour moi de partir. À bientôt les gros bidous!